Et avec nous, comme tous les lundis, Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Oriane, bonjour à tous. D'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et l'essayiste Mathieu Souquier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci également d'être avec nous. On va parler avec vous de la fracture à gauche après la censure et les passes d'armes qui se poursuivent entre les insoumis et les socialistes. Et on parlerait de ce qui s'est passé hier en Isère, certes législative partielle perdue par la France insoumise au profit de Renaissance. Est-ce un signal d'alarme et une résonance nationale? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis on va parler également du retour au pouvoir de Donald Trump qui sera de nouveau investi à 18h heure française. Alex, on va voir avec vous les premières mesures que compte prendre Donald Trump. Et oui, le président américain qui, une fois investi, pourra prendre des mesures immédiatement, notamment sur l'immigration, les droits de douane et l'exploitation du pétrole. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'épidémie de grippe hivernale qui s'intensifie dans le pays et la Touraine qui n'y échappe pas, des patients âgés mais aussi plus jeunes, pénurie de vaccins, hôpitaux sous tension au plan blanc. Comment les professionnels de santé font face? On regarde ce reportage à Tours de Romain Delville et Arnaud Potier pour TV Tours Val-de-Loire. Les fêtes de fin d'année n'y sont certainement pas étrangères. Les cas de grippe saisonnière continuent de progresser dans la région. Une donnée suivie de près par l'Agence régionale de santé qui doit s'assurer que les besoins de soins hospitaliers ne dépassent pas les capacités d'accueil. Aujourd'hui, c'est un risque que nous surveillons attentivement, puisque nous avons bien sûr des services d'urgence qui sont très chargés, notamment celui de Tours, mais aussi celui d'Orléans. On a eu d'autres services d'urgence dans la région qui ont été très chargés ces derniers jours. Et puis, ce que nous disent les urgentistes, vous le savez, c'est que c'est très chargé parce qu'ils ont du mal à faire sortir des urgences les patients pour les monter dans les étages, puisque dans les étages, il y a beaucoup de monde, et puis peu de sorties, parce que tous les malades arrivent en même temps, et donc ils ont tous quelques jours d'hospitalisation. En région Centre-Val de Loire, l'Indre-et-Loire est le département le plus touché par la grippe, avec une tendance qui pourrait bien se prolonger. En général, les épidémies de grippe, ça dure 4 à 6 semaines. Ça commence tranquillement, et puis à 15 jours, on arrive au pic, et puis après, ça redescend tranquillement. Donc là, on peut estimer que jusqu'à la fin janvier, on va être occupé. Pour se préserver de la grippe, les gestes barrières restent utiles, d'autant que le taux de vaccination est en forte baisse en Indre-et-Loire, moins 11% par rapport à l'an dernier. Sur la réorganisation Yves, de l'hôpital. Un petit mot juste sur cette il fait un petit mot sur cette non, mais je disais précisément qu'après la crise sanitaire, il y avait eu des promesses. Alors, il y a eu la promesse qui a été tenue d'augmentation du personnel soignant, mais ce qu'on appelle le Ségur de la santé. Mais l'organisation du système hospitalier et du système de santé français, parce qu'on avait dit aussi qu'on rapprocherait le public du privé, enfin il y avait plein d'idées qui avaient jailli à ce moment-là. J'ai pas le sentiment, enfin d'après ce que je sais, et je sais, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie des demandes des socialistes, puisqu'on va parler de la gauche dans quelques secondes. Mathieu, ça faisait partie des demandes d'Olivier Faure à François Bayrou d'augmenter les moyens des hôpitaux. Oui, absolument. Sur la question des déserts médicaux, Guillaume Garot est en pointe. Ça dit aussi que la culture vaccinale en France a reculé. On sait qu'on a longtemps été les champions du monde de la vaccination, et on voit bien que depuis un certain nombre d'années déjà, et le Covid n'a pas tellement changé la donne, en fait, on n'est pas très bon sur le vaccin. Donc il y a et l'action des pouvoirs publics, et par ailleurs le civisme de la société civile. Et on va parler de la gauche qui continue de se diviser après la décision des socialistes de ne pas voter la censure. Ça donne lieu ces dernières heures à des passes d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. On voit ça avec Marion Delpech. C'est une fracture inédite depuis les législatives anticipées. À l'inverse de leurs partenaires insoumis, écologistes et communistes, les députés socialistes n'ont pas voté jeudi la motion de censure. Jean-Luc Mélenchon prend acte et répond aux récentes attaques de François Hollande. Le Parti socialiste, à l'évidence, comme l'a dit Éric Coquerel, n'est plus un partenaire, c'est un allié et encore de circonstances. Alors c'est du François Hollande signé. Cet homme est une machine à tromper. Pour M. Hollande, ancien président de la République, et sans doute candidat la prochaine fois à être à nouveau, oui, ça veut dire qu'il pense que M. Macron doit rester jusqu'à 2027. Réponse ce matin du principal intéressé,
pour qui l'heure est au compromis. Les institutions, c'est fait pour être respectées, et donc il y a des échéances, et c'est pas en bloquant, parce que c'est ça la divergence majeure, c'est pas en bloquant tout processus gouvernemental, en arrêtant éventuellement un budget, en faisant tomber le gouvernement successivement, qu'on arrivera à trouver la meilleure des positions, à la fois pour le pays et pour la gauche. Au bord de la rupture, l'avenir du nouveau Front populaire devrait se décider lors du vote du budget que la France insoumise voit comme une séance de rattrapage pour le Parti socialiste. Yves, est-ce que le nouveau Front populaire a encore un avenir ? Alors, il faut faire très attention, parce que vous savez, il peut renaître de ses cendres sous une autre appellation. Ça s'est déjà produit, parce qu'on pensait que la NUPES, qui était le précédent bidule, était morte, et puis finalement, le nouveau Front populaire est arrivé. Il faut faire très attention. Moi, je pense que c'est vrai. Le vote du budget va être assez essentiel. C'est là où on va voir si les socialistes confirment le vote qu'ils ont produit la semaine dernière, ou alors si ils estiment que le compte, alors pour le coup, n'y est pas, et que leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils seront tentés de revenir dans le giron du... C'est même pas le giron, c'est de voter contre le gouvernement. Mais est-ce qu'ils peuvent voter contre le budget si les mesures pour lesquelles ils n'ont pas voté la censure la semaine dernière sont dans ce budget ? Si, alors, non, mais si les mesures sont dans ce budget, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils vont pas changer de vote, mais si le compte n'y est pas, parce que vous savez, là vous avez affaire quand même là c'est de la vraie popole, de la vraie politique avec François Bayrou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très rusé, très madré, qui enrobe les choses. L'affaire des retraites le montre. Enfin, je veux dire, moi je pense que cette affaire va accoucher d'une souris, très vraisemblablement. Pas d'accord. On n'est pas sorti de l'auberge. Et pendant ce temps-là, on prend un retard fou. Mais il peut très bien, il y a des mesures qui peuvent ne pas être au rendez-vous du budget. Et puis, on est quand même dans une situation d'endettement telle qu'il faut trouver les financements alternatifs. Et ça, c'est pas évident. Donc, l'heure de vérité, mais moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit que, en fait, c'était un tour de chauffe, là, le vote de confiance au gouvernement. Mathieu. La passe d'armes de ce week-end entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils ont en partage au moins une chose, une forme d'obsession présidentielle. On sait que précisément, en fait, si Jean-Luc Mélenchon veut que le calendrier institutionnel s'accélère, c'est parce qu'il considère que c'est conforme à sa stratégie présidentielle et à ses intérêts à lui. Et de la même façon, on sait que François Hollande pense à la présidentielle depuis qu'il a quitté l'Élysée matin, midi et soir. Et à l'inverse, lui, il pense que la gauche réformiste n'est pas prête à affronter une présidentielle anticipée. Donc il y a ça derrière. Pour autant, le vrai problème de fond, en réalité, c'est la gauche veut-elle que la crise politique actuelle se transforme ou non en crise de régime ? Est-ce que précisément la chute du gouvernement Barnier hier, la chute du gouvernement Bayrou demain, éventuellement, puisse se traduire par un affaiblissement tel du président de la République qu'il soit acculé à la démission. Et donc, de ce point de vue-là, la passe d'armes, en fait, elle n'est pas entre LFI et le PS. Ce qui est très intéressant et qu'on a pu observer ces dernières semaines, c'est que 3 des 4 forces politiques du NFP ont accepté de discuter avec François Bayrou. De deal, il n'y a pas eu à la fin, sauf avec le PS et dans des conditions extrêmement laborieuses. Pour autant, on avait 3 des 4 forces politiques qui, dès le départ, c'est-à-dire dès le soir de la chute du gouvernement Barnier, ont dit il faut discuter et il faut que ça change. Donc quand même, 3 des 4 forces politiques n'ont pas voulu jouer le chaos. Ensuite, le Parti communiste et les écolos ont considéré qu'ils n'en avaient pas assez pour faire l'accord. Mais quand même, ce qui se joue, c'est du coup, au sein de la gauche, précisément, une césure entre 3 composantes qui ont une culture des responsabilités. On parle du Parti communiste, des écologistes et du Parti socialiste, qui composaient en fait la gauche plurielle de l'époque de Jospin, qui ont l'habitude des responsabilités et qui, encore une fois, ne voient pas du tout d'un bon œil l'instabilité institutionnelle. Et de l'autre côté, LFI qui s'était auto-isolé en fait depuis le jour de la chute de Barnier et qui essaye, à l'aune de ce qui s'est passé ces derniers jours, de reprendre la main. Mais c'est là que se joue la guerre. C'est pas seulement une rivalité entre le PS et LFI, c'est quand même à gauche en fait 2 tendances et 2 tentations qui sont radicalement différentes aujourd'hui. Oui, non, c'est sûr. C'est évidemment 2 philosophies différentes, mais le problème c'est qu'ils sont conscients de leur force aussi.
C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on nous sorte tous les sondages qu'on veut. Demain, vous faites une présidentielle, il n'y en a qu'un qui existe. C'est Jean-Luc Mélenchon. François Hollande n'existe pas. Raphaël Glucksmann, on se demande où il est. Enfin, il a remis hier, il a montré le bout de son nez, mais il n'y a quand même personne pour incarner ce parti. Cette tendance social-démocrate. Donc... C'est ce sur quoi joue Jean-Luc Mélenchon, selon vous? Mais oui, évidemment, c'est toujours comme ça que ça s'est terminé. Vous savez, c'est comme les matchs France-Allemagne. C'est toujours l'Allemagne qui gagne. Donc, c'est de moins en moins vrai, remarquez. Mais même si Jean-Luc Mélenchon, il a redit hier que lui, son but, c'était de ne pas être candidat et de laisser la place à d'autres. Oui, mais ça, le grand menteur, c'est lui aussi. On va pas se laisser bercer de mensonges comme ça, mais c'est sûr que François, d'ailleurs, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il y pense tout le temps, Mélenchon. Il espère que cette présidentielle aura lieu plus tôt que prévu, parce que d'abord, il a son âge, deuxièmement, il n'a pas intérêt justement à ce qu'une autre gauche se construise à côté de la sienne, et donc il a tout intérêt à ce que ça soit le plus rapide possible. Et en plus, son entreprise de démolition ou de son offensive, elle peut prendre des coups aussi au fur et à mesure que l'histoire avance, avec Trump, avec la situation au Proche-Orient, avec Poutine. Il n'a quand même jamais eu des positions très précises. C'est toute la difficulté de la gauche. Depuis qu'elle est dans l'opposition, c'est-à-dire depuis 7 ans quand même, elle n'arrive pas à se reconstituer politiquement. Alors, à la faveur, encore une fois, d'alliances électorales, en particulier aux législatives, elle a réussi non seulement à sauver sa place, mais à augmenter ses positions. Mais encore une fois, ça n'a tenu qu'à l'alliance. En réalité, dans le pays, la gauche ne progresse pas. Elle est quelque part entre 30 et 35% de façon constante depuis 7 ans. En dépit de sa position normalement confortable dans l'opposition, la gauche n'a pas du tout réussi à se reconstituer. Et précisément, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, là encore, ont quelque chose en partage. François Hollande est un épouvantail pour la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon est un épouvantail pour la gauche réformiste. Or, la gauche ne peut revenir au pouvoir que si précisément elle est alliée dans ces deux grandes composantes. Et la dernière dimension, c'est que la gauche continue d'être dominée très largement par Jean-Luc Mélenchon, en tout cas aux élections présidentielles. Le problème, c'est que, et pardon pour les sondages, mais la Fondation Jean Jaurès, avec laquelle il m'arrive de collaborer, a publié sa grande enquête annuelle Fracture française le mois dernier, avec l'Institut Montaigne. Que dit cette enquête Fracture française? C'est que le RN, l'extrême droite, continue d'être un parti considéré comme dangereux par la moitié des Français, dangereux pour la démocratie. Problème, c'est que le RN a été détrôné par la France insoumise. Désormais, aux yeux de 2 Français sur 3, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise constituent dans ce pays la principale menace, le principal danger pour la démocratie. Donc la gauche est dominée par un personnage qui, encore une fois, est rejeté par les 2 tiers de l'opinion. On va revenir là-dessus, on va parler de la législative partielle, mais d'abord, pour terminer sur la présidentielle, on va écouter à ce sujet François Hollande, invité ce matin d'RTL. La prochaine échéance, c'est une élection présidentielle. Et je l'ai toujours dit, il y aura 2 candidats de gauche à l'élection présidentielle. Il y aura la gauche radicale, elle a toujours existé. Autrefois, c'était le Parti communiste, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Puis il y aura une candidature de la gauche réformiste la plus large possible. Lui et vous, quoi, en quelque sorte. Non, pas moi. Je me mets, justement, j'essaie de pas mettre ma personne dans le débat. J'essaie de dire qu'est-ce qui peut faire que la gauche puisse l'emporter. C'est pas avec la gauche telle qu'elle est exprimée et manifestée par Jean-Luc Mélenchon. C'est avec une gauche qui s'ouvre, avec une gauche qui propose, avec une gauche qui travaille, avec une gauche qui fait des compromis. Il y aura 2 candidats de gauche à la présidentielle, oui, je pense, et la gauche peut l'emporter avec 2 candidats de gauche. Ça serait une bonne nouvelle d'ailleurs s'il y avait 2 candidats de gauche. Tout comme il y aura probablement 2 candidats de droite, du centre. Enfin bon, alors évidemment ça risque de faire les affaires de Marine Le Pen, bien sûr, mais c'est probable qu'il y ait 2 candidats de gauche parce que je vois pas, comme vous l'avez dit, il y a 2 gauches qui sont irréconciliables, Valls avait raison, et je vois pas pourquoi Mélenchon... Alors, ça va être assez serré, mais je pense qu'effectivement, si ça continue, il y aura 2 candidats de gauche. Et la gauche, elle peut se qualifier au second tour avec 2 candidats premier? C'est toute la question, parce qu'il y en a un des 2 qui sera en compétition avec le bloc central. Parce que vous allez avoir néanmoins... Je pense que le temps n'est pas revenu à une opposition droite-gauche franche, dans la mesure où il y a encore le Rassemblement national qui est là.
Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il y aura un bloc central qui sera assez particulier, avec probablement un candidat social-démocrate, un candidat centriste et un candidat de droite. D'abord, si la gauche... Et ils se feront concurrence, les trois. Si la gauche était aussi irréconciliable que cela, en réalité, il n'y aurait pas eu la NUPES et il n'y aurait pas le NFP. En revanche, il y a des divergences profonde à gauche, qui ne date pas d'aujourd'hui. Enfin, on se souvient qu'à leurs grandes heures, le PC et le PS s'affrontaient de façon tout à fait terrible. Si la gauche a pu mettre à jour précisément ces divergences profondes beaucoup plus que ne l'a fait la droite, qui pourtant a elle aussi été longtemps divisée entre deux courants au moins, et je ne remonte pas aux trois droites de René Raymond, c'est parce que la gauche précisément a longtemps été cantonnée à l'opposition et qu'elle pouvait se permettre en réalité de faire déballage comme ça de ses oppositions, alors que la droite, bien plus souvent au pouvoir, était de ce point de vue-là plus raisonnable. Non, ce qu'il y a, c'est que dans le discours de François Hollande, surtout, en fait, ce qu'il dit, c'est la prochaine élection sera une élection présidentielle. Or ça, précisément, ça a été contesté par quelques voix du Parti socialiste dès ce week-end. Non, d'abord, le calendrier, l'instabilité politique est réelle. Et le calendrier politique est du coup tout à fait incertain. On ne sait pas si la prochaine élection, ce sera une présidentielle. Beaucoup tablent quand même encore sur des législatives d'ici quelques mois. Et encore une fois, ça n'est pas François Hollande qui décide pour la gauche, et surtout, ça n'est pas la gauche qui décide pour le pays, parce que, rappelons-le, quelle que soit la position du PS ou d'autres dans quelques semaines ou dans quelques mois, alors dans quelques semaines ou même dans quelques jours avec le budget, celle qui continue de tenir les clés, en réalité, c'est bien Marine Le Pen. Le rapport de force de ce point de vue-là ne s'est pas modifié. Mathieu, vous parliez tout à l'heure du rejet dans l'opinion publique, d'une partie de l'opinion publique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Il y avait une élection partielle hier dans l'Isère, le deuxième tour de l'élection partielle. Il y avait un candidat LFI qui affrontait une candidate Renaissance, candidate du camp présidentiel. Et c'est cette dernière l'a largement emporté face au candidat de la France Insoumise. Est-ce qu'il faut voir une résonance nationale à cette partielle ? Encore une fois, Yves a raison de se méfier des sondages, mais ce qu'on observe quand même, c'est que, en tout cas, ce que ce scrutin peut éventuellement dire, mais il s'agit d'un scrutin avec un taux de participation à relativiser, donc je ne sais pas quelles grandes leçons ou quels grands enseignements on peut pour de vrai en tirer. Ce qu'on note quand même, c'est que si on additionne la cote de confiance du président de la République et celle du Premier ministre, elles atteignent, additionnées en fait, un plus bas niveau historique. Le pouvoir exécutif est faible comme jamais il ne l'a été. Et on n'a pas un Premier ministre qui vient d'être nommé qui peut, avec une sorte d'état de grâce au moins très temporaire, tirer le président de la République. Pas du tout. Ils sont tous les deux dans les limbes. Pour autant, ce qu'on constate, c'est que dans les sondages, moins d'une majorité, une minorité de Français désormais veulent la censure du gouvernement de François Bayrou. 40% selon. Avant les vacances de Noël, c'était 50-50. Dernier sondage, 40% seulement des Français veulent la chute du gouvernement de François Bayrou. Ça veut dire qu'en dépit de l'impopularité et de la défiance très vive que subit l'exécutif, les Français ne veulent pas, dans leur grande majorité, en fait, d'une instabilité politique. Or, quel est le parti qui prône ça depuis quelques semaines ? Précisément, c'est la France Insoumise, qui en appelle, si ce n'est à l'insurrection, en tout cas à la destitution d'Emmanuel Macron ou demain à sa mise en minorité, à sa démission en fait forcée. Et ça, précisément, on voit bien que l'opinion ne le souhaite pas. Il y a un décalage entre les discours, ou une partie des discours tenus par la France Insoumise, et par ce que souhaitent profondément les Français. Ouais. Et c'est aussi un décalage entre la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui semble indiquer un rejet du camp présidentiel, et les législatives partielles. Alors, il y a eu celle d'hier, victoire de Renaissance face à la France Insoumise. Il y a eu les Ardennes, victoire du RN, victoire de la Renaissance face au Rassemblement national. Gabriel Attal, il dit 2 victoires face aux agents du chaos. Oui, il a raison, c'est les agents du chaos, les autres, bien sûr. Mais, bien sûr, non, mais ça, il a tout à fait raison. Mais bon, il y a très très peu de participation, il faut quand même le souligner. Je crois que dans l'Isère, il y a eu 30% de participation. Ouais. Vous allez me dire, c'est dans un département qui est très singulier, que je connais bien d'ailleurs. Il y en a eu un peu plus au second tour, quand même. Pardon ? Il y en a eu un peu plus au second tour, oui, avec une plus forte mobilisation de l'électorat de droite que de l'électorat de gauche. Oui, bien sûr. Mais il faut quand même se méfier. Hein. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas des résultats qui sont, me semble-t-il, significatifs. La première circonscription de l'Isère, en plus, c'est une circonscription qui aurait pu le résultat aurait pu être l'inverse. Hein. Et il y a peut-être une équation personnelle aussi. Hein. Moi, je connais pas les deux candidats, pas du tout. Pour vous, c'est pas l'étiquette LFI ? Pardon ? Pour vous, c'est pas l'étiquette LFI ? C'est pas l'étiquette LFI ? Si, peut-être que l'étiquette LFI a été un handicap majeur, j'en sais rien, mais ça peut être annonciateur, effectivement. Mais bon, vous voyez, regardez dans les Ardennes, le Rassemblement national est le parti qui a le vent en poupe, semble-t-il, et néanmoins, il perd.
Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Un dernier mot là-dessus, parce que Clémentine Autain, François Ruffin ont réagi, 2 anciens de la France Insoumise, à cette défaite de la France Insoumise en Isère. Et notamment, ils parlent d'un vote repoussoir. Ouais, en alertant sur la stratégie qui est celle de LFI, en réalité de Jean-Luc Mélenchon et de quelques personnes autour de lui, ce qu'on a appelé la conflictualisation. C'est-à-dire qu'on a une extrême droite qui s'est dédiabolisée au cours des 10 dernières années. On a une gauche radicale qui a stratégiquement mis en scène précisément la conflictualisation du débat public en imaginant que c'était la seule façon de capter, en incarnant la colère populaire, de la capter et de ramener à soi une partie du vote des catégories populaires. En réalité, ça n'est pas le cas. Alors ça fait longtemps que François Ruffin et Clémentine Autain, dans cet espace politique-là, alertent en fait sur non seulement les limites de cette stratégie, mais les effets totalement contre-productifs de cette stratégie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Désormais, en fait, LFI est considéré comme le parti le plus dangereux pour la démocratie. Si j'élargis un peu, je disais que le RN était considéré comme dangereux pour 1 Français sur 2, que LFI et Jean-Luc Mélenchon étaient considérés comme dangereux pour 2 Français sur 3. Le troisième parti qui est considéré comme dangereux pour la démocratie à 37%, c'est-à-dire un gros tiers des Français, c'est Renaissance. C'est-à-dire que la posture présidentielle et l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République a fini par aussi braquer une partie significative de l'opinion. Ce qui est néanmoins étrange, et c'est là où les paradoxes sont importants, c'est que vous discutez avec Clémentine Autain, avec tous ceux qui ont été éjectés par Jean-Luc Mélenchon, ils n'ont pas rompu, quoi. Ils sont toujours à côté de Mélenchon quand même. Moi, j'attends que... Alors non, ils ne sont pas à côté de Mélenchon, ça, on ne peut pas dire. L'autre jour, j'étais avec M. Corbière, on a du mal, quoi. Il a du mal à dire, je m'en vais, quoi. Il a du mal. Là, il aurait pu, s'ils avaient eu un peu ils auraient pu, par exemple, s'abstenir de voter la censure. Ouais. Parce que là, justement, ils ont fait exactement le jeu. On peut voter la censure sans être aligné avec Jean-Luc Mélenchon. Si, mais non, parce que les Français ne comprennent pas, justement. Il est là, le sujet. Le sujet, il est là, c'est qu'il faut des actes forts. Et ça leur coûtait pas grand-chose de ne pas voter la censure. En tout cas, discuter, ou en tout cas essayer d'aller négocier avec François Bayrou, comme je disais, 3 forces politiques sur 4 du NFP l'ont fait, c'est déjà un signe fort. On va parler de l'autre actualité du jour, c'est Donald Trump qui va donc être de nouveau investi président des États-Unis. Cet après-midi, Alex, Donald Trump, il a promis d'appliquer un certain nombre de mesures dès le premier jour de son mandat. Effectivement, il va annoncer toute une série de décrets dans les heures suivant son investiture. Les décrets lui permettant de passer outre le vote du Congrès et d'aller vite. On l'écoute. À partir de demain, j'agirai avec une vitesse et avec une force sans précédent. Et je résoudrai toutes les crises auxquelles notre pays est confronté. Alors, quelle décision Donald Trump va-t-il prendre immédiatement ? Eh bien, hier soir, devant ses partisans, il a résumé le tout en quelques phrases. Nous allons arrêter l'invasion à nos frontières. Nous allons récupérer nos richesses. Nous allons débloquer l'or liquide qui se trouve juste sous nos pieds. Et voilà, donc 3 priorités pour Donald Trump, l'immigration, les droits de douane et le pétrole. Premier sujet, l'immigration. Pendant la campagne, Donald Trump avait promis, je le cite, « Dès que j'aurai prêté serment, je lancerai le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine ». Il a aussi déclaré qu'il était prêt à faire appel à l'armée pour cela. On le rappelle, le nombre d'immigrés en situation irrégulière aux États-Unis s'élève à 11 millions. Alors Donald Trump veut mettre fin au droit du sol également, mais cela ne se fait pas par décret, car ce droit du sol est garanti par la Constitution américaine. Ensuite, sur le climat, Donald Trump devrait revenir sur les engagements climatiques pris par Joe Biden et il souhaite immédiatement autoriser de nouveau l'exploitation d'hydrocarbures offshore, d'hydrocarbures sous-marins. Il pourrait aussi interdire de nouveaux projets éoliens. Donald Trump veut donc mener une politique pro-pétrole, ce qui va d'ailleurs à l'encontre des intérêts de son allié Elon Musk, patron de Tesla, le constructeur de voitures électriques. Et puis Donald Trump, il s'apprête à lancer une guerre commerciale à ses voisins. Et oui, là encore, pendant la campagne, le candidat républicain avait déclaré, je cite, « Le 20 janvier, pour l'un de mes nombreux premiers décrets, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis. Son pays est pourtant lié par un accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Et puis Donald Trump prévoit également des droits de douane allant jusqu'à 60% sur les produits importés de Chine. Donc une véritable guerre commerciale. Et puis il pourrait prendre une mesure sociétale qui vise les personnes transgenres. Je le cite, d'un trait de plume. Dès le premier jour, nous mettrons un terme au délire transgenre. La politique
officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 genres, hommes et femmes. Donald Trump pourrait aussi gracier les plus de 1200 émeutiers condamnés pour avoir pris d'assaut le Capitole en janvier 2021, alors qu'ils avaient été d'ailleurs chauffés à blanc par Donald Trump qui contestait l'élection de Joe Biden. Et puis enfin, il y a une mesure qui est plutôt douteuse. Donald Trump a promis pendant la campagne de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, un conflit qui dure depuis près de 3 ans. Alors il semble qu'il soit revenu sur cette promesse et il se donne à peu près 6 mois pour essayer de régler le conflit. Merci Alex. Mathieu, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce retour au pouvoir de Donald Trump? Est-ce que, comme le dit Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères ce matin, c'est le retour de la loi du plus fort? Ce qui est vrai, alors on va voir en fait, il y a un vrai test. Jusqu'à présent, on a observé Donald Trump, en tout cas au cours des derniers mois, alors qu'il était candidat à l'exercice du pouvoir. À partir d'aujourd'hui, précisément, il va être dans l'exercice du pouvoir. Et peut-être que ce changement de position institutionnelle va conduire à un changement de posture, y compris dans ses déclarations. Ce qui est sûr, c'est que je suis d'une génération qui, quand elle était à l'école ou ensuite à l'université, étudiait dans les manuels scolaires et universitaires que les États-Unis étaient le gendarme du monde. C'est-à-dire que le rapport de force, évidemment, que par définition, c'est ce qui structure la géopolitique internationale, mais ce rapport de force qui lui était favorable, elle l'avait jusqu'à présent mis, en tout cas, au service d'un projet de stabilisation du monde. Et c'est vrai que nous nous posons aujourd'hui la question de savoir si l'élection de Donald Trump va permettre précisément que les États-Unis demeurent un stabilisateur dans les affaires mondiales, géopolitiques, commerciales, etc., ou au contraire, le fait de savoir si Donald Trump va être un agent du désordre. Et ça, quand même, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où la première puissance mondiale est de loin, certes talonnée par la Chine au plan économique, commercial, mais quand même, la première puissance mondiale, incontestablement, ce sont les États-Unis, pourrait être demain, en fait, un élément de déstabilisation du monde. Oui, c'est sûr que, si vous voulez, on va voir ce qui va se passer, mais c'est sûr que le monde qui a été organisé après la Deuxième Guerre mondiale, ce monde-là est en train de disparaître. Il aurait disparu de toute manière. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans un monde avec des organismes de paix, avec des organismes de stabilisation. On voit bien qu'on est revenu à une Amérique qui prône l'unilatéralisme, d'ailleurs. On s'est complètement trompé, d'ailleurs, parce qu'on a pensé que Trump prônait une espèce de protectionnisme et de repli sur soi, ce qui n'est pas du tout le cas. Il se mêle absolument de tout. Et c'est une Amérique extrêmement puissante et dominatrice qui veut, expansionniste même, qui veut, puisque... Brutale sur la forme. Et brutale sur la forme, qui veut mettre en place. Donc, après, il faudra voir les résultats. Hein, parce qu'on peut crier au loup, mais quand on voit que c'est probablement Trump qui a... fait que le dossier au Proche-Orient s'accélère, c'est quand même un bon résultat. Tant mieux. Donc je pense qu'il faut, avant d'avoir mal, avant de crier, il faut voir ce que ça va donner. C'est sûr que si vous voulez, c'est ce qu'écrit Philippe Gély dans le Figaro ce matin en disant c'est la fin de l'Occident. C'est sûr que le dialogue avec les Européens sera beaucoup moins facile qu'il ne l'était avec Joe Biden. Alors, c'est ce que je disais. Un dernier mot, Mathieu. Quand on devient président, on peut changer de posture. Le Proche-Orient, ce que Trump a fait au Proche-Orient, précisément, on atteste. Ce qui change quand même, c'est on peut parler d'immigration et on peut dire par exemple que l'immigration était au cœur de sa campagne et que derrière il prend des mesures particulières. Là où ça devient problématique, c'est quand on associe les migrants à des mangeurs de chiens ou de chats, qu'on parle de déportation massive, etc. En fait, c'est ça qui inquiète. Et on va continuer à parler de Donald Trump, c'est à la une de la presse régionale. Et Alex, de nombreux journaux régionaux titrent ce matin sur l'investiture de Donald Trump. Et oui, Trump 2, titre le journal La Montagne, Trump saison 2 pour la Dépêche du Midi. Le monde au défi de Trump à la une du journal Sud-Ouest, alors que la scène internationale est dans l'incertitude face au retour du milliardaire américain à la Maison-Blanche. Bien malin celui qui pourra prédire la politique qu'il va mener dans les prochaines années. À l'imprévisible retour au pouvoir de Trump, titre le Courrier de l'Ouest. Et maintenant, c'est quoi le programme, demande le journal L'Union. On sait néanmoins
moins qu'il devrait prendre immédiatement des mesures concernant l'immigration et la hausse des droits de douane pour les importations. Alors, l'un des succès de Donald Trump avant même son investiture, c'est sans doute d'avoir participé en étroite collaboration avec l'administration de Joe Biden à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, en vigueur depuis hier. 3 otages israéliennes ont été libérés et ont pu regagner leur famille. En échange, 90 prisonniers palestiniens ont été relâchés par les autorités israéliennes. En France, un revers pour la France insoumise dans les législatives partielles en Isère. Oui, LFI qui perd un siège dans la première circonscription de l'Isère, puisque c'est la candidate du camp présidentiel Camille Galliard-Minier qui a été élue au second tour avec 64% des voix, loin devant Lies Loufoque, le candidat parti sous la bannière du nouveau Front populaire et qui ne récolte que 35% des voix alors qu'il est arrivé en tête au premier tour. Certains observateurs estiment que cette déroute de la gauche s'explique par un rejet de la France insoumise dans sa version actuelle, alors que Lies Loufoque avait promis au début de sa campagne de siéger dans le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Des pharmaciens qui soignent des pathologies du quotidien pour soulager les médecins, ce système est expérimenté en Corse. Oui, c'est à la une de Corse ce matin. Sur l'île de Beauté, depuis un an, 15 pharmacies proposent de soigner des pathologies bénignes comme les plaies simples, les brûlures superficielles, les pics de tic ou encore les conjonctivites, même les angines et les cystites. Ce projet il est censé faciliter les parcours de soins quand l'accès à un médecin généraliste est difficile dans certaines zones urbaines et rurales. Et ce projet il est également expérimenté dans d'autres régions, la Bretagne, l'Occitanie et le Centre-Val de Loire. Allez, on finit avec un trésor. Et oui, un trésor qui est en cours de restauration dans un laboratoire nantais. C'est à la une de Presse Océan. Et ce trésor, il vient de loin. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'art khmer datant du XIe siècle, confié à la France par le Musée national du Cambodge pour restauration. Il représente la divinité, le grand Vishnu. Il mesurait à l'origine 6 mètres de long. C'est la plus grande sculpture de bronze retrouvée sur le site archéologique d'Angkor. Certains l'ont baptisé la Joconde du Cambodge ou encore la Vénus de Milo du Cambodge, puisqu'il lui manque quelques membres. Et donc, cette sculpture est restaurée à Nantes pour être exposée au musée Guimet à Paris à partir du 30 avril. Merci Alex. Merci beaucoup. À demain. Merci Yves. La une du Figaro, c'est Trump, la seconde révolution Trump. Oui, alors, je lis là, ici et là que Trump l'imprévisible, mais je dirais qu'il est moins imprévisible que lors du son premier mandat, hein, parce qu'on sait à peu près ce qu'il va faire précisément, là. Et c'est à lire dans le Figaro ce matin. On remonte votre livre, Mathieu, coécrit La France à 20h. C'est à lire. Merci beaucoup, Mathieu Souquier, d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission est à écouter ou réécouter en podcast sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.